refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, on va s'intéresser aux toutes dernières rumeurs de l'iPad 3. Tous les détails, c'est dans le sommaire. L'iPad 3, c'est pour bientôt, plus précisément pour le 7 mars prochain, où Apple pourrait organiser, selon la rumeur, un special event. Alors, quelles avancées pour cette troisième génération de tablettes tactiles ? Doit-on croire le Wall Street Journal qui évoque une version plus petite, équipée d'un écran de 8 pouces ? Débat, sans oublier retour sur les récentes déclarations de Tim Cook. Les interventions du patron d'Apple sont rares et riches d'enseignements, surtout lorsqu'il évoque le succès de l'iPad et aux joies, la télé d'Apple. On refait le Mac, épisode 91. L'iPad 3 en approche. Chaque samedi, retrouvez On refait le Mac en vidéo sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur le portail high-tech Clubic et sur electronlibre.info. Le podcast est également disponible en téléchargement sur iTunes ou en streaming HD via nos chaînes YouTube, Dailymotion, Watt et Vimeo, mais aussi sur mobile et tablette via nos applications iPhone, iPad et Android. Sans oublier chaque mois sur le CD-ROM du magazine iCreate. Avec cette semaine autour de cette mosaïque numérique, Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier. Autre chroniqueur habituel dont refait le Mac, c'est Monsieur X, cet ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, moi je suis au travail aussi. Et malgré le mur blanc derrière moi, ne croyez pas que je travaille dans un commissariat. C'est une salle de réunion. Et puis je suis tout triste aujourd'hui parce qu'on on refait le Mac sur iChat, Skype. Ouais. On l'a fait aussi sur Google Hangout et ça marche plutôt pas mal. Et on ne pourra jamais le faire sur FaceTime. C'est trop tard. Non. Voilà. Ah oui, parce que effectivement, à l'heure où on enregistre, Apple vient de dévoiler la future version de macOS 10, Mountain Lion, au moment où on enregistre. Il nous bousille notre podcast, mais c'est pas grave. Donc on aura l'occasion de revenir la semaine prochaine sur le prochain macOS 10 Mountain Lion, plus en détail. Cette semaine, on va parler de l'iPad 3. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de Rodrigo cette semaine, il est perdu. Mais non, qu'est-ce que tu racontes ? Je suis là, regarde. Ah le voilà, ouais. On va commencer à s'inquiéter, Rodrigo. Surprise. Regarde où je suis. Tu es où exactement, Rodrigo ? Je suis à Gand. D'accord. Ça s'écrit G-A-N-D ou G-E-N-T ou G-H-E-N-T. Suivant que tu parles flamand une fois, ou le belge ou le wallon, ou je sais pas. Enfin, c'est très joli. La sortie de la gare, c'est très laid, mais regarde-moi ça, comme c'est joli. Ah, c'est chouette. Hein. C'est vrai, c'est de toute beauté. Ouais. Et, bien, messieurs, revenons. Parfaite. Oui, on va voir ça dans quelques instants. Messieurs, revenons à nos moutons. Hein. On ne refait pas la Belgique cette semaine, on va refaire le Mac, si vous êtes d'accord. Les rumeurs se sont un petit peu multipliées ces dernières semaines avec l'arrivée potentielle, on annonce peut-être même le 7 mars, c'est le Wall Street Journal qui dévoile ça, d'un futur iPad 3. On va essayer de peser le pour et le contre sur une prochaine version d'iPad. En tout cas, une chose est sûre, c'est que l'iPad se vend toujours aussi bien. Les chiffres de vente sont très bons. Apple a vendu 40,5 millions de tablettes depuis le lancement de l'iPad 2 en mars de l'année dernière. 15,4 millions uniquement lors du dernier trimestre, les ventes de Noël. En tout, près de 55 millions d'iPads. Je vous propose d'écouter la réaction de Tim Cook, le patron d'Apple, lors de son intervention cette semaine à une conférence organisée par Goldman Sachs. On écoute Tim Cook. Ce chiffre de 55 millions est quelque chose que personne n'aurait pu prédire, y compris nous. À titre de comparaison, il nous a fallu 22 ans pour vendre 55 millions de Mac. Il nous aura fallu environ 5 ans pour vendre 22 millions d'iPod. Et il nous a encore fallu 3 ans pour vendre autant d'iPhone. Oui, ce chiffre dépasse toutes nos prévisions et toutes nos espérances les plus optimistes.
C'est bien, ça fait plaisir. Les dirigeants d'Apple ont retrouvé la parole, messieurs. Alors, Monsieur X, la recette du succès de l'iPad semble, si l'on croit les dires des dirigeants d'Apple, aussi due à l'écosystème. Il a beaucoup insisté sur l'écosystème de l'iPhone lors de cette conférence. On va y revenir tout au long de cette émission. Et notamment, ce qu'on appelle l'effet halo. Il semblerait que le point fort aujourd'hui qui explique le succès de l'iPad, ce soit avant tout les gens qui passe de l'iPhone à l'iPad de manière naturelle sans courbe d'apprentissage, Monsieur X? Moi, je dirais que la première raison du succès de l'iPad, je me souviens encore de cette journée-là quand Cédric était au lancement de l'iPad aux États-Unis, c'est le produit. Moi, je ne croyais pas ce que Cédric était en train de nous dire après la keynote en nous disant ce produit a 2, 3 ans, 4 ans d'avance. Je ne sais pas s'il va être acheté, adopté par les gens, mais il a une avance énorme pour reprendre les mots à l'époque de Steve Jobs. Je crois qu'on en est toujours là. Et puis après, effectivement, il y a l'écosystème, c'est-à-dire l'ensemble des applications. Et là, je dirais que c'est autant le bénéfice d'Apple d'avoir réussi à faire ça que la faute de ses concurrents, puisqu'il y a des concurrents quand même qui sont sortis, HP avec WebOS, Samsung avec des produits pas mal. Ils connaissent la recette et ils ne sont pas fichus de copier correctement Apple. Et aujourd'hui, l'écart entre Apple et le reste du monde, il nous semble que personne peut le combler. Donc Apple est parti seul en tête comme ça, très 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 loin. On ne sait pas s'ils seront rattrapables un jour. Il semblerait que la concurrence ait choisi en tout cas pour le plus pertinent de botter en touche et sortir sur un form factor différent et à un prix beaucoup plus agressif. Je pense notamment au Kindle Kindle Fire d'Amazon. Ça introduit ça légitime une des principales rumeurs qui circulent en ce moment, et notamment c'est le Wall Street Journal qui en a également fait l'écho. Ce serait l'arrivée d'un form factor plus petit pour la prochaine génération d'iPad avec un écran de 7 voire 8 pouces. Alors messieurs, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Apple n'a pas le choix, il doit décliner son iPad sur différentes formes pour justement pouvoir concurrencer le Kindle Fire qui s'est vendu, si on en croit certains analystes, à près de 6 millions d'exemplaires aux États-unis. Il fut un temps. Et rappelons qu'il est vendu $200 uniquement. Ah oui, ça, c'est même pas. C'est un détail qui vaut son pesant d'or. Il fut un temps, tu m'aurais dit c'est dans le Wall Street Journal, je t'aurais dit c'est donc vrai, mais il ne faut jamais oublier que c'est le Wall Street Journal qui avait annoncé que l'iPad coûterait $1000. Mais enfin, il s'était fait enfumer par Apple, parce que c'était quand même Apple qui leur avait donné volontairement cette fausse info. Mais là, sur le 8 pouces, il y a quand même des choses qui poussent à y croire. Il y a plusieurs trucs. D'abord, moi je lis le nouvel iPad, l'iPad 3 sera Retina Display. Je le répète encore une fois, ce n'est pas possible. Ou alors il faut redéfinir ce que veut dire Retina Display, c'est-à-dire la densité de pixels à l'écran qui est celle de l'iPhone 4. Donc soit on change de... Avant de rentrer sur les specs... Oui, non, mais j'explique pourquoi. En 10 pouces, c'est pas possible d'avoir cette densité-là, parce qu'il faudra en gros 5 millions de pixels à l'écran. Ne dis pas c'est pas possible. C'est difficile, mais méfie-toi d'Apple. C'est pas que c'est pas possible, c'est que c'est pas souhaitable. Parce qu'on ne saurait pas quoi faire de 5 millions de pixels à l'écran. On sait quoi faire de 2 millions de pixels, 3 millions, on a une bonne idée, mais 5 millions, ça sert à rien. Et alors, en deux mots, le Retina Display, Cédric, il faut quand même rappeler ce que c'est. C'est la technologie qui est arrivée dans l'iPhone 4, qui offre une plus grande densité de pixels, donc une meilleure résolution, c'est ça, Cédric. C'est plus que 2K et moins que 4K. C'est bien moins que 4K. 4K, c'est 32 millions de pixels. Enfin, 4K, 8K, c'est... Sur un iPad. Non, mais c'est impensable, ça ne sert à rien. C'est plus que la HD, la Full HD. Je veux me faire l'avocat du diable, mais si on l'en croit... Mais attention, c'est un écran 4 tiers et la HD, elle est normée sur du 16/9. Donc ça permettrait pour un film 16/9 avec les barres d'avoir quand même la résolution du HD. Alors, donc ça peut faire sens. Mais si on en croit le China Times, ce serait Samsung et LG qui produiraient les dalles pour le prochain iPad, et ce serait du Retina. Et mieux, le China Times mais ils savent pas ce qu'ils racontent. Ils annoncent qu'ils auraient précommandé, je lis, 70 millions d'écrans, c'est-à-dire plus que les commandes précédentes. J'avais 65 et c'est énorme. Entre 65 et 70. Je reviens sur l'histoire du 8 pouces, après on passera au spec de l'iPad normal, si iPad normal il y a. Là où ça fait sens, c'est une question de stratégie. Souvenez-vous des annonces récemment sur le truc pour faire des manuels scolaires, etc. C'est un marché dans lequel Steve Jobs croyait énormément, c'est un marché dans lequel Apple croit toujours. Et j'ai entendu quelqu'un qui en parlait encore récemment qui disait les profs aux États-Unis, par exemple, disent l'iPad c'est super, mais il y a deux problèmes. Le prix, parce que le problème c'est qu'un môme de 10 ans,
vous n'allez pas mettre dans son sac un article de consumer electronics, un article d'électronique grand public qui vaut 500 $ et sur lequel, en gros, il y a marqué « volez-moi, volez-moi ». Non, sur lequel il y a marqué « tabassez-moi » et le « volez-moi » après. Exactement. Et il y a un problème de taille et de poids aussi pour les enfants. Donc une tablette de 8 pouces ferait sens et en plus permettrait, alors là sur le marché grand public, de se positionner peut-être sur un segment de prix un peu plus modeste, parce que c'est quand même la taille qui fait le prix sur les tablettes, face justement au Kindle Fire d'Amazon, face aux tablettes 7 pouces de Samsung, face bref à une concurrence qui va avoir envie d'attaquer Apple sur les prix. Apple c'est sur un marché où pour l'instant c'est lui qui dicte la cadence, ils ont... quels que soient les pays, leur plus mauvais chiffre, ça doit être les 2/3 du marché. Donc toi, tu y crois? Ils ont pas envie que ça leur échappe. J'y crois, dur comme fer. Je serais même presque prêt à parier que c'est peut-être la seule nouveauté qu'on verrait arriver. Alors, avant de donner la parole à Rodrigo ou à Monsieur X, je vais donner la parole à un certain Steve Jobs qui avait fait une déclaration. C'est un coup bas que je te fais là, Cédric. Un certain Steve Jobs qui avait commenté l'arrivée possible, enfin les rumeurs, déjà c'était en octobre 2010, les rumeurs d'arrivée d'un modèle plus petit de l'iPad. Voilà ce qu'il avait déclaré. C'était en marge d'une conférence téléphonique sur les résultats financiers, ce qui explique qu'on n'ait pas les images et que le son ne soit pas tip-top. On écoute Steve Jobs. Je voudrais faire un commentaire au sujet de l'avalanche de tablettes qui débarquent sur le marché. Primo, très peu d'entre elles sont des rivaux crédibles. Secondo, la plupart adoptent un écran de 7 pouces comparé à l'iPad qui est proche des 10 pouces. On a tendance à penser qu'un écran de 7 pouces offre 70% de l'espace d'un écran de 10 pouces. Malheureusement, ce n'est pas vrai car on mesure là les diagonales. Un écran de 7 pouces ne représente que 45% de l'affichage d'un iPad. Aussi, si vous tenez un iPad en mode portrait, tracez une ligne horizontale pour le couper en deux, ce qui reste, c'est un écran de 7 pouces. Et croyez-moi, c'est bien trop petit. Il y a une limite pour qu'un utilisateur puisse facilement manipuler son écran, que ce soit pour taper ou encore pincer. C'est la raison clé qui nous a amené à la conclusion que les écrans de 10 pouces sont le minimum nécessaire pour créer de formidables applications pour les tablettes. Tertio, tous les utilisateurs de tablettes sont aussi des utilisateurs de smartphones. Aucune tablette ne peut rivaliser avec l'encombrement d'un téléphone que l'on peut facilement glisser dans la poche et tellement plus facile à manipuler dans la foule. Proposer à des possesseurs de smartphones de mettre une tablette dans leur poche est la mauvaise idée et la mauvaise voie. La tablette de 7 pouces est un mauvais concept, trop grand pour rivaliser avec un smartphone, trop petit pour rivaliser avec un iPad. Alors je suis désolé Cédric, parce que ça c'est un enterrement de première de ta théorie, mais bon, on sait très bien que Steve Jobs a souvent dit des choses et les a démenties de son vivant. Tu me demandes de contredire Steve Jobs qui est dans la tombe, c'est moche. Ouais. Mais il faut jamais oublier que Steve Jobs avait un talent qui était d'abord de te vendre ce qu'il avait en stock quand tu lui parlais du futur. De te dire non, la meilleure solution, c'est ce que je tiens dans mes mains à cet instant précis. Le nombre de fois où il t'a dit personne ne lira de livres sur une tablette, enfin tout ça. Bon, bref. Alors on va se tourner vers Monsieur X qui est un ancien d'Apple, vous le savez tous, et on sait bien au sein d'Apple que l'une des leitmotifs d'Apple depuis des années, c'est de réduire au maximum le nombre de modèles dans une gamme, la rationaliser au maximum. C'est aussi sous l'impulsion de Tim Cook, son plan du supply chain qui a conduit à ça. Est-ce que tu crois que tu es d'accord avec Cédric concrètement, Monsieur X, sur l'arrivée d'une gamme plus petite d'un iPad ? Écoute, la viabilité d'un produit comme une tablette 7 pouces, donc un iPad 7 pouces, elle est maintenant, je crois, évidente. De par les produits... oui, d'un point de vue de théorie du marketing, elle est évidente. Hein. Puis Amazon vient de le démontrer aux États-Unis. Je ne peux pas comprendre.
Maintenant, est-ce que Apple va le faire? Moi, je suis persuadé qu'ils ont des prototypes 7 pouces. Est-ce qu'ils vont sortir le produit? Rien n'est moins sûr. Il faut se rappeler que la manière particulière de faire du marketing d'Apple, c'est de dire je sors pas de nouveaux produits tant que l'ancien fait le boulot et que j'arrive à en vendre plus que tout le monde. Et quand ce produit aujourd'hui, Monsieur X, voilà, va s'infléchir, eh ben, je vais donner au marché un produit qui lui correspond peut-être mieux et qui le réclame. Aujourd'hui, ils ont vendu, tu le disais, 55 millions d'iPad. La rumeur dit depuis le lancement. Qui pourrait en vendre 60 à 70 millions cette année, des produits qui commencent à $500. Je vois pas pourquoi ils sortiraient un produit à 200 ou 300 $ s'ils sont capables de t'en vendre un à 500 $. Donc, surtout que le Kindle Fire n'est présent qu'aux États-Unis. Oui, donc d'un point de vue besoin client, il y a un segment. Est-ce que Apple va le faire? Je crois pas, parce qu'ils peuvent vendre encore des iPads de 10 pouces sans être gênés. Et puis rappelons-nous aussi, même si c'est pas tout à fait la même chose, qu'il y a un iPod Touch qui peut évoluer et combler un peu le gap avec ce maillon manquant qui serait l'iPad 7 pouces. Voit Monsieur X un iPhone 5 qui aurait un écran légèrement plus grand, et c'est vrai qu'entre un iPhone 5 de 4 ou 4,5 pouces, s'il arrive, et moi je ne dis plus rien sur l'iPhone 5, je fatigue, et oui, et un iPad 7 pouces, le gap il n'est pas si énorme. Je vais me tourner vers Rodrigo. Est-ce que tu ne crois pas que la solution serait simplement qu'Apple sorte une nouvelle génération de l'iPad 3? On va en parler sur les specs, mais il y a plus de détails dans un instant, plus de manière plus détaillée dans un instant. La solution ne serait pas de garder et de décliner la stratégie de l'iPhone, à savoir on sort un nouveau modèle comme l'iPhone 4S et on garde les générations précédentes en entrée de gamme et moins cher. En clair, garder l'iPad 2 et baisser le prix. Rodrigo, ton avis? Non, parce que ça répond pas aux besoins, aux problèmes que vient de soulever Cédric. Aujourd'hui, je me sens seul. Non, mais Cédric a deux points extrêmement importants. Le prix. Le prix dans le sac des gamins, c'est un vrai problème, parce que c'est de se faire taper, se faire voler. C'est un vrai problème. Et puis dans les familles, on n'a peut-être pas les moyens d'acheter quand même à 500 ou 600 ou 700 $ pour chaque gamin une tablette ou un ordinateur. Surtout que c'est positionné pour les enfants jeunes, qui sont à l'école primaire dès le départ. C'est le premier problème. Vous avez quand même un coup d'avance quand même. Le marché de l'éducation, c'est pas forcément la priorité. Tu rigoles ou quoi? Pourquoi crois-tu? C'est d'abord les ménages. Tout le monde n'est pas équipé d'un iPad avant d'équiper les enfants. La conférence de presse qu'ils aient faite, c'est pour lancer des outils pour l'éducation. S'ils font pas le hardware qui va avec, c'est qu'ils font pas le boulot. Oui, mais elle reste assez confidentielle, cette conférence de presse, par rapport aux grandes keynotes. Je te rappelle que là, ils viennent de lancer un nouveau système sans même faire de conférence de presse. Donc, tu vois, voilà le nouveau sens des priorités chez Apple. Oui, c'est une mise à jour. Mais donc, le premier problème, c'est donc le prix. Et je suis d'accord. Donc, baisser le prix d'une gamme existante, ça ne marche pas. Sur le deuxième critère... Elle se vend toute seule, la gamme existante. Ouais. Je 55 millions. À ce moment-là, Olivier, pourquoi faire un nouvel iPad? Parce que tous les ans, il faut quand même garder une avance par rapport à la concurrence. Il y a des choses qui changent. Mais pas en termes de form factor. En termes de form factor. Vous l'avez vu avec l'iPhone 4S, il n'a pas évolué par rapport à mais ça, c'est parce qu'il devait y avoir un iPhone 5 et que l'iPhone 4S devait être quasiment la nouvelle entrée de gamme et qu'il n'y a pas d'iPhone 5 et que tout à coup, c'est devenu un haut de gamme dont on ne savait pas pourquoi c'était le haut de gamme. Non, mais en fait, en y réfléchissant, t'as pas tort, ouais. Ah, quand même. Faux frère. Non, mais et je retourne ma veste. Non, mais s'il leur restait, ce qui n'est pas le cas, parce qu'ils n'arrivent pas à produire... Tu sais, ils bossent plus de 60 heures par semaine. Oui, malheureusement. Chez Apple. Donc, s'ils n'arrivent pas à produire suffisamment d'iPad pour la demande, il n'y a sûrement plus d'iPad 1 en stock et assez peu d'iPad 2 en stock. Quand tu me dis, les chaînes de production existent déjà, donc les coûts sont amortis. Peut-être, ils le lanceraient moins cher. Alors, Monsieur X, concrètement, est-ce qu'il y a Apple a vraiment une marge, sans jeu de mots, de manœuvre importante pour baisser le prix de l'iPad 2 et en faire vraiment un produit d'entrée de gamme? Oui, absolument. Rappelons qu'il est aujourd'hui à 479 €, l'entrée de gamme Wi-Fi. La marge sur chaque produit, c'est toujours la différence entre le coût de production et puis le coût de commercialisation. Et là, le coût de production, vu que, on va dire, toute l'infrastructure, que ce soit des moules pour fabriquer l'iPad 2, et un certain nombre de choses sont déjà remboursées depuis belle lurette. Légitimement, s'ils continuent à produire de l'iPad 2, ils peuvent le produire à moins cher et donc se permettre de baisser la marge, même de rogner sur leur marge pour avoir le form factor du prochain ne va pas forcément changer avec l'actuel. Pour avoir un produit qui va être un produit protecteur en entrée de gamme, exactement comme ils l'ont joué avec l'iPhone. Et on se rappelle là que sur le dernier trimestre, ça a super bien marché d'avoir non seulement de l'iPhone 4S, mais encore de l'iPhone 4 à quasiment moitié prix du prix original et du 3GS à 0 €. Oui, donc cette stratégie avec sur l'opérateur. Oui, mais cette stratégie globalement, elle a bien marché. Donc tu peux t'imaginer avoir
un iPad 3, 10 pouces, et puis un iPad 2 baissé de 10, 20, 30, pourquoi pas 50%. Wow. Et à ce moment-là, si tu as un iPad 2 à 250 € qui fait plus de 10 pouces, c'est un bon compétiteur contre le Kindle Fire qui fait 7 pouces à $200. 250 €, tu es peut-être un peu optimiste, monsieur X. Il faut pas je suis un petit peu optimiste. Pour rappeler une seule chose, hein, juste pour une petite référence du marché, hein, l'iPhone 3GS, si vous l'achetez sans abonnement aujourd'hui, il coûte 369 €. Donc je vois mal Apple vendre moins cher son iPad 2 que l'iPhone 3GS quand même. Oui, mais ils sont capables d'être un peu plus agressifs au niveau de leur baisse de marge, pour le bénéfice de garder cette part de marché fantastique qu'ils ont et de laisser tout le monde dans les choux. C'est un autre avantage de faire ça, Olivier, c'est que si tu gardes un iPad 2 et un iPad 3 avec, grosso modo, la même taille physique de dalle et des résolutions qui s'approchent, et tu ne descends pas vers le 7 pouces, au niveau du développement des applications, quasiment tes applications disponibles sur l'iPad aujourd'hui sont disponibles instantanément sur l'iPad 3. Si tu fais un modèle 7 pouces, il faut demander aux développeurs de réadapter, de faire des... parce que le format de l'écran ne va pas changer. Dans le scénario, on dit pas 7, on dit 8 pouces. Ah oui, je pense pas qu'ils vont faire un 8 pouces 16 neuvième, parce que là, pour les développeurs, c'est un cauchemar. Ça, c'est mort, on est d'accord. Donc c'est juste une question de résolution. Ils peuvent rester dans des multiples des résolutions actuelles et voilà. Mais de toute façon, pourquoi on parle de meilleure résolution? C'est parce qu'on a déjà vu dans certaines applications, les développeurs ont déjà vu des icônes qui sont en double ou quadruple résolution et qui vont bien servir à un moment ou à un autre. C'est l'un des principaux manques aujourd'hui. Déjà l'année dernière, souvenez-vous, lors de l'arrivée de l'iPad 2, les gens critiquaient la nouvelle version en disant il n'y a pas de Retina Display. Je le disais tout à l'heure, le China Times a annoncé que Apple aurait commandé entre 65 et 70 millions d'écrans auprès de LG et Samsung. C'est une info parce que c'était plutôt Sharp et LG qui tenaient l'accord jusqu'à maintenant. Apparemment, ça a changé. Concrètement, est-ce que c'est possible aujourd'hui de le faire? On voit déjà beaucoup de téléphones avec des écrans un peu plus grands, notamment du côté de Samsung, qui se rapprochent de la définition des Retina Display. On sait que chez Sharp, il y a une définition qui permet une technologie dont je viens d'oublier le nom, mais c'est pas grave, qui permet de le faire. Mais si Sharp n'est pas retenu, bon, on va voir. Le procédé de fabrication est peut-être universel. Bref, est-ce que c'est faisable? Et est-ce qu'au-delà, ça ne va pas être un problème pour les développeurs, justement? On parlait d'applications pour le 8 pouces. Est-ce que pour le Retina, il faut tout redévelopper, messieurs? Ce n'est pas un critère pour moi que le téléphone ou l'iPad ait une meilleure résolution. Elle est suffisamment bonne aujourd'hui pour me satisfaire et ce n'est pas ça qui me chiffonne aujourd'hui dans un iPad. Alors si tu me dis, il y a un nouvel iPad qui sort et qui a maintenant une résolution 2 fois meilleure, 3 fois meilleure ou 10 fois meilleure, so what? Moi, pour la lecture des livres, ça peut être intéressant d'avoir une plus grande finesse. On l'a vu avec l'iPhone, lorsque les iBooks sont arrivés sur l'iPhone notamment. Mais écoute, je lis pas mal de bouquins sur mon iPad et je le dirai en coup de cœur tout à l'heure sur le Kindle, sur mon MacBook Air. C'est vachement bien. Ça me va très bien. Moi, je suis à une distance, tu vois, quand je lis sur les deux, ça me va très bien la résolution actuelle. C'est pas ça le critère déterminant. Moi, ce qui me plaît dans mon truc, c'est l'écosystème applicatif, que ce soit standard, que ce soit simple. C'est ça qui me plaît. Et que je puisse acheter en one click, comme sur Amazon ou comme sur l'iTunes Store. Ça me plaît. J'ai déjà crédité avec de l'argent, avec des coupons avant, et ça me plaît. Qu'est-ce qui me ferait changer? Ah, ben c'est la même chose sur l'iPhone 4. Tu vois, moi aujourd'hui j'ai un iPod 1, j'ai pas l'iPad 1, j'ai pas l'iPad 2. Parce que le gap n'est pas... Si l'iPad 2 avait des caméras super développées qui permettaient de faire des trucs vachement bien, tu vois, en traitement photo, oui, c'est pas le cas aujourd'hui. Je passerais... La qualité de l'appareil photo de l'iPad 2 est assez pourrave. Si c'était vraiment plus rapide, parce que parfois, tu sais, c'est un peu chiant, bon, c'est supportable, mais parfois c'est un petit peu chiant quand on passe entre applicatifs. Peut-être, pas sûr. Voilà. Et si j'avais sorti une application qui ne tournerait que sur l'iPad 3 et qui serait vraiment d'enfer, ah ouais, d'accord. C'est pas comme Heavy Rain, quand j'ai acheté un PS3, Heavy Rain ne tournait que sur PS3, donc j'ai acheté une PS3. Mais pas à la résolution d'écran. Monsieur X, le Retina, c'est un argument marketing fort d'Apple. Est-ce que tu y crois pour cette version-là? Je suis totalement empirique là-dessus. Je suis comme Rodrigo au départ, je me dis, bof, à quoi ça va nous servir ce truc? Et puis ça va faire comme avec l'iPhone, qu'on va avoir un iPhone avec l'écran Retina en face de soi, des photos, un certain nombre de choses, on va dire, waouh, c'est génial. Donc moi je veux, si ça arrive, si c'est possible et que ça arrive, il y a fort à parier que l'intégration sera superbe, comme une fois de plus chez Apple, et je pense qu'on s'y fera très très vite d'avoir une qualité supérieure, même si c'est pas un besoin crucial, Je rejoins Rodrigo là-dessus. Ça sera un superbe bonus et on le prendra.
Cédric, toi qui as un iPad 2 depuis son lancement, qui a eu l'iPad 1 également, tu vois comment l'évolution Apple va corriger, va améliorer les spécifications dans plein de domaines, hein, comme ils font à chaque génération. En fait. Ils vont clairement améliorer la résolution. Je viens d'aller revérifier. Retina Display, c'est 326 points par pouce, donc il faut arrêter de se mentir, j'y crois pas. Mais ils vont, par contre, ils peuvent quadrupler la résolution et ce sera pas encore du Retina. Mais peu importe, ce sera quand même un très bel écran et pour regarder des photos, des belles vidéos et tout, ce sera chouette. Pour voir l'autonomie après, Cédric. Ils ne pourront pas faire l'économie d'une amélioration de la caméra de l'iPad parce qu'elle est quand même, elle n'est pas terrible. Enfin, l'appareil photo n'est pas terrible, la caméra vidéo est pas trop mal. Ils peuvent passer au Full HD. La caméra faciale est assez déficiente. Chaque année, Apple met à jour également les puces qui du moins sur le papier, sont des puces dédiées à l'iPad et designées par Apple. Donc après la 4, il y a 2 ans, la 5 l'année dernière, peut-être un A6 aujourd'hui. On annonce même du quad-record. C'est une tendance aussi dans le monde Android, je crois, Cédric. C'est une tendance, sinon que moi j'ai vu des papiers contradictoires là-dessus qui disent en fait c'est peut-être pas le processeur qui pourrait changer le plus, c'est plutôt les processeurs graphiques justement pour accompagner l'augmentation de la résolution parce que autant la vitesse d'exécution des apps, enfin tout va bien, la réactivité de la machine, tout ça, autant c'est surtout du côté graphique qu'il y aurait besoin d'un petit boost de puissance. Mais en même temps, Apple communique de moins en moins sur ce genre de choses. Enfin, ils vous le mentionnent quand ils en parlent. Ce qui est important, c'est que ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, ils sortiront pas un iPad avec une meilleure résolution s'il y a le moindre problème pour lire des vidéos HD sans problème. Enfin, il faut que ce soit d'une parfaite fluidité. Ça, on peut leur faire confiance là-dessus. Et puis, il y aura un nouveau composant, donc on connaît l'existence maintenant, qui est ce composant dédié pour Siri. Puisqu'on peut parier qu'il y aura Siri dans l'iPad 3. Bien sûr. Il y aura donc ce composant qui permet de filtrer la voix en entrée et d'avoir une meilleure qualité d'utilisation de Siri qui est toujours en bêta, Siri. Monsieur X. Oui, et on assiste de manière générale de génération en génération d'iPad. Le form factor reste le même, on l'a dit, mais la batterie est de plus en plus grosse. Donc là, effectivement, également, non pas pour gagner plus en autonomie, mais pour compenser et éventuellement l'augmentation de puissance qui ferait que l'autonomie soit en baisse. Une des rumeurs qui revient beaucoup ces dernières semaines, ces derniers temps, autour d'un composant possible, une petite surprise sur un composant, c'est l'arrivée de la 4G, la nouvelle génération de l'Internet très haut débit sans fil. Est-ce que vous y croyez, messieurs? D'autant plus qu'aux États-Unis, la 4G, c'est déjà une réalité. On pense notamment au réseau de Verizon aux États-Unis, qui est là depuis la fin de l'année 2010, qui est donc une réalité, alors qu'en France, ça reste encore un vœu pieux. Vous y croyez, surtout que Monsieur X, Apple est très américano-centrique, donc il conçoit leurs produits pour le marché américain. Oui, il est très américano-centrique, Olivier, mais bon, on se rappelle que tous les opérateurs n'ont pas eu l'iPhone au départ en même temps et la même année, donc Apple sera américano-centrique vis-à-vis de la 4G s'il trouve un bon accord avec un opérateur. Mais moi, je crois qu'ils vont le trouver, effectivement. C'est une valeur ajoutée par rapport aux tablettes concurrentes, en tout cas. Et puis aujourd'hui, la limitation de l'utilisation des tablettes aussi à l'extérieur, c'est la connexion avec Internet. Il y a beaucoup de hotspots Wi-Fi, mais ça reste un petit peu compliqué. Avec la 4G, on aura un bon débit Internet, un très bon débit Internet, et le plaisir d'avoir sa tablette. Donc je pense même qu'il pourrait pousser assez fortement pour avoir un modèle comme ça, quitte à ce qu'il ne soit pas disponible chez tous les opérateurs, et pouvoir déclarer qu'avec la 4G, l'iPad maintenant c'est vraiment partout, tout le temps. Oui, rappelons que l'avantage de la 4G par rapport à la 3G, c'est son débit. On double quasiment le débit théorique de la 3G. On passe d'environ, grosso modo, de 42 à 100 mégabits par seconde. C'est des débits théoriques. Voire même plus que ça. Moi, j'ai vu des gens d'Orange cette semaine me parler de 150 mégabits. Ça reste dans le laboratoire aux États-Unis. Ça commence à arriver, notamment chez Verizon. Chez Verizon, qui a dit d'ailleurs, nous ne sortirons plus de nouveaux appareils qui ne soient pas LTE, qui ne soient pas 4G en vrai. Donc, pourquoi pas un iPad ? Oui, pourquoi pas un iPad, même si, encore une fois, oui, pourquoi pas un iPad. Ça change pas la vie, ça leur permet d'être compatibles avec tous les nouveaux réseaux au fur et à mesure de leur éclosion. Pour l'instant, c'est vrai que c'est plutôt les États-Unis et le Japon, qui est aussi un très très beau marché pour l'iPad, parce que là-bas, Docomo a lancé son réseau LTE, où eux, ils revendiquent quand même des trucs de l'ordre parfois du gigabit. Mais c'est les Japonais, c'est normal. Mais le truc, au final, au-delà d'une meilleure caméra, un meilleur écran, c'est qu'est-ce qui peut motiver des gens qui, je sais pas, comme moi, ont le 2 à passer au 3 ?
Et c'est des questions qu'on se pose souvent. S'il n'y a pas de changement radical du design, s'il n'y a pas de changement de form factor, si on n'apporte pas de vrais nouveaux usages, alors bon, c'est juste une mise à jour, c'est business as usual, c'est garder de l'avance. Ça va être la résolution de l'écran probablement. En tout cas, ça pourrait être le principal axe de communication. Alors voilà pour le portrait robot qu'on a essayé de dresser ensemble de l'iPad 3. On aura la réponse normalement le 7 mars prochain, j'espère. Une explication quand même sur la date, pourquoi le 7 mars. D'abord parce que c'est toujours la première semaine de mars, le plus souvent. Oui. C'est le plus souvent le mardi. Pour la présentation, pas la dispo. Oui. De toute façon, la dispo, elle sera très peu de temps après, parce qu'ils ne peuvent pas s'amputer des ventes, c'est toujours le même problème. La date, tout simplement parce que d'ordinaire, ils font ce genre de choses au Yerba Buena Center for the Arts à San Francisco. Et dans le calendrier du Yerba Buena, il y a une seule date où il n'y a rien dans le théâtre en question, c'est le 7. C'est formidable. Voilà, c'est formidable. C'est formidable. Alors, le futur de l'iPad, on en aura une réponse très rapide, on l'a dit le 7. Entre-temps, une autre personne a parlé du futur de l'iPad de manière très concrète, c'est Tim Cook, lors de cette fameuse conférence donnée devant les analystes financiers chez Goldman Sachs. Il a notamment fait référence à un thème qui tenait cœur à Steve Jobs, c'était l'ère du post-PC. Alors, c'est quoi l'avenir de l'iPad? C'est quoi l'avenir des tablettes? Est-ce qu'ils vont remplacer l'ordinateur? Voici la vision d'un Tim Cook. Je crois, dur comme fer, que le marché des tablettes va dépasser en nombre d'unités celui du PC. C'est juste une question de temps, c'est un changement profond qui se présente à nous. C'est mon opinion. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais c'est ma conviction. On peut dire aujourd'hui que l'iPad a cannibalisé quelques ventes de Mac, et c'est en gros ce que nous avions prévu en termes de cannibalisation. Mais nous préférons quand même le faire plutôt que cela soit un autre. Maintenant, je ne prédis pas pour autant la disparition de l'industrie du PC, je n'adhère pas à cette vision. Je pense juste que l'industrie des tablettes va à terme devenir plus importante que celle du PC. Alors messieurs, il semblerait bien que Tim Cook ait une vision un petit peu différente et qu'il prenne ses distances avec son mentor, Cédric. C'est surtout que les temps changent. Mais c'est vrai qu'avec l'explosion de ce qu'on appelle le BYOD, le Bring Your Own Device, c'est-à-dire tous ces gens qui apportent leur propre appareil au bureau, que ce soit leur smartphone personnel ou leur tablette, et qui disent à leur responsable informatique, alors maintenant je veux mon mail, alors maintenant je veux que ça marche. Tim Cook, durant la conférence de presse, il l'a souligné. Oui, évidemment. Non, c'est un vrai. Ça pose plein de questions en entreprise. C'est à la fois merveilleux et complètement déstabilisant pour les informaticiens en entreprise. Oui, tout à coup, il y a des choses pour lesquelles ça fait sens, et ça fait sens à un moment qu'on dise, alors finalement, tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un laptop ou tu as besoin d'une tablette? Bon, très bien. À un moment, il ne faut pas qu'il fasse mentir Steve, parce que Steve, il avait dit, nous, en dessous de 500 $, on ne sait pas produire un ordinateur qui n'est pas de la merde. Mais là encore, les temps changent. Produire ou vendre, c'est pas la même chose. On se comprend. Ouais. Monsieur X, une réaction peut-être? Moi je pense que la tablette qui remplace l'ordinateur, il reste, mais c'est peut-être parce que je suis pas bien visionnaire, un point crucial qui est l'interface homme-machine, et j'entends par là le clavier. Moi j'arrive pas à être productif. Ou l'ordinateur tactile, monsieur X. Non, je parle bien du clavier parce que je crois encore moins à l'ordinateur tactile. C'est juste la même erreur en plus gros, Olivier. Donc moi je reste sur le clavier. Aujourd'hui, c'est la méthode pour être la plus productive quand on travaille, quand on écrit du texte, etc. Et aujourd'hui, hormis le fait de rajouter un clavier à une tablette et donc d'en faire un ordinateur, je ne vois pas comment se passer d'un ordinateur. C'est clair que déjà le clavier tactile sur l'iPad, c'est déjà un peu on est un peu dans la distorsion de la réalité de l'interface homme-machine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas faire un truc confortable où l'écran et le clavier sont dans le même plan. Ça existe pas. C'est pas optimal. La tendance est partie sur des devices portables connectés qui permettent de faire plein de choses. Alors, chacun a un téléphone ou peut avoir une tablette dans la poche, pas forcément un ordinateur. Ce que je veux te dire, c'est que l'iPhone, c'est un truc qui a 5 ans. L'usage s'est déplacé. Avant, il nous fallait l'ordinateur pour faire plein de choses que l'on fait aujourd'hui sur un téléphone, sur un smartphone, qui sont les réseaux sociaux, c'est drivé par le mobile,
qui sont la réponse aux mails, qui sont la prise de photos, etc. Donc, moi, je observe autour de moi depuis 6 mois, dans toutes les conférences, la plupart des gens ont tous un iPad. Ils s'en servent essentiellement pour montrer des choses ou pour prendre des notes, ça leur pose pas de problème. J'ai discuté au détriment de l'ordinateur. Oui, c'est ça. Oui, ouais. Et j'ai discuté depuis 3 mois avec plein de gens pour un truc en particulier. Et effectivement, il y a une migration, je dirais, de 70 à 80% des gens vont passer sur iPad et utiliser le laptop ou le desktop uniquement dans 20% de leur temps. Donc, ce n'est pas un remplacement de l'un par rapport à l'autre, c'est un remplacement de l'usage de l'un par rapport à l'autre, mais il restera toujours 15 à 20% du temps qui sera utilisé pour faire de l'Excel, du PowerPoint, voire du Word à outrance. Mais pour les usages quotidiens, smartphone plus tablette, pour les usages ponctuels, et pour certaines catégories de personnes, le comptable, il sera toujours sur un ordinateur. Alors, puisque tu as la parole, Rodrigo, tu vas la garder. On va parler un petit peu de finance, et parce que cette conférence avait lieu devant donc un parterre d'analystes financiers. Une des questions qui brûlait les lèvres des nombreux membres présents lors de cette conférence, c'était les réserves financières d'Apple. Elles sont phénoménales. 100 milliards de cash. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et Tim Cook, il reconnaît du bout des lèvres que c'est bien plus que nécessaire d'avoir autant de cash sur un compte en banque pour faire fonctionner au quotidien. Apple, en gros, Apple pourrait arrêter de produire et vendre pendant plusieurs années et continuer à payer ses salariés pendant des années encore. Alors, qu'est-ce qu'il sous-entend en disant, et notamment, il lâche une phrase en disant, moi, en matière de... Allez, autour de ça, je n'ai pas de religion, pour résumer. Ça veut dire quoi, Rodrigo? Ça veut dire qu'il prépare tout doucement son board au fait que peut-être il va verser des dividendes aux actionnaires. En quoi c'est important de verser des dividendes aux actionnaires? Et pourquoi pas, osons-le, le rachat des actions, et si tu peux rappeler à quoi ça sert également. Apple vaut 460 milliards de dollars. Ouais. Ça peut peut-être un peu bouger encore. J'ai une market cap à 478. Et une enterprise value, c'est-à-dire c'est la valorisation en bourse moins les dettes, de 430 milliards. Ça tombe tout de suite, et souvenez, on en avait parlé à l'époque, qu'on va voir Microsoft qui est à 256 milliards. C'est énorme, 200 milliards de différence. Google vaut 200 milliards, Oracle 140 milliards, Cisco 100 milliards, Amazon moins 200 milliards. C'est-à-dire que moins des réserves de cash d'Apple. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leurs 100 milliards et au-delà, qu'à quoi ça sert Il le dit dans la conférence de presse. Il dit, moi, quand je mets en place des chaînes de production, ça me coûte quelques milliards. Quand j'ai besoin de m'engager sur des composants auprès de mes fournisseurs, ça me coûte quelques milliards. Quand il a des campagnes, des magasins, etc. Marketing, j'imagine que ça doit approcher. Mais 100 milliards quand même. Ouais, donc 100 milliards. Ce que je vous donne, c'est une piste, c'est-à-dire qu'ils pourraient acquérir n'importe lequel de ces autres acteurs si ça leur chantait, ils le peuvent. Alors maintenant, pour les dividendes, j'y crois pas. Les boîtes de techno ne le font pas parce que des moyens plus simples de rémunérer les actionnaires. Le premier moyen, c'est de leur dire achetez nos actions et vous faites une plus-value sur la revente de nos actions. Et l'augmentation d'Apple en bourse est absolument considérable. Et pourtant, ils sont encore, je dirais, probablement sous-valorisés. J'ai regardé les ratios habituels qui sont le prix sur le résultat net, le price earning ratio. Apple a un ratio de 14 et un forward donc sur les projections de l'an prochain de 10,6. C'est tout à fait en ligne avec tous les autres. Et certains sont beaucoup plus chers. Amazon est à 140 avec un forward 70. Pourtant, donc, Rodrigo, une boîte qui pendant des années n'a pas versé de dividendes à ses actionnaires, c'est à savoir Microsoft, s'est mis à le faire du jour au lendemain. Oui, mais parce que l'action est plate. Même moi, je le sais, parce que l'action est plate, quoi. Parce que l'action. Je suis là pour poser des questions. Tu as raison. donc, le premier moyen de rémunérer les actionnaires, c'est de dire. Explique pourquoi ils l'ont fait. Mais écoute. Ouais. C'est de dire achetez nos actions. Ouais. Et elles prennent 50%. Déjà, la semaine dernière, quand j'ai dit ça va passer les 500, le lendemain, ils avaient tapé 506. En clair, donc, Microsoft a fait ça pour maintenir le cours de l'action. Non. Tu confonds tout. Bon, le premier moyen de rembourser, c'est d'acheter les actions et vendre des lents avec une plus-value. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est quand la société a des réserves de cash, elle dit je rachète les actions. C'est-à-dire que je réduis le nombre d'actions sur le marché. Donc, par conséquent, en règle de 3, la valeur de chacune des actions restantes augmente. C'est moins cher fiscalement de faire ça que de verser un dividende. Et après, si on ne veut pas racheter des actions où les actions ne bougent pas, effectivement, on peut verser les dividendes, mais ça n'intéresse personne. Messieurs, le meilleur pour la fin. On a gardé pour la fin un spécial Cédric, à savoir... Ah oui, l'Apple TV. Alors, il a lâché quelques mots. Il parle de temps en temps. Il pas quelques mots, ça y est, il a tout dit, c'est fait, c'est plié. Sortez, sortez la messe, commencez à faire la queue devant les Apple Store. On va l'écouter. On va l'écouter parce que ses propos ont été. Apple sort une nouvelle télé, moi j'achète un nouveau canapé. On va l'écouter. On a un magnéto, on va l'écouter. Voilà. Et après, on réagira. Après, on va écouter. Magnéto, Serge. Oui, enfin, on a un extrait de sa conférence et voilà comment il parle.
de la future télé d'Apple, ça a été perçu différemment d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, vous allez voir. Je ne voudrais évidemment pas entrer dans les détails à propos de choses à venir ou faire quelques commentaires que vous pourriez mal interpréter. Aujourd'hui, ou plutôt l'année dernière, nous avons vendu un peu moins de 3 millions d'Apple TV. Si vous n'en avez pas encore, courte pause publicitaire, vous devriez sortir en acheter un car c'est un produit vraiment formidable et je ne pourrais pas vivre sans lui. Nous avons donc vendu 1,4 million au dernier trimestre d'Apple TV. Les ventes sont clairement montées en puissance. En réalité, la raison pour laquelle nous considérons l'Apple TV comme un hobby, c'est que nous ne voulons pas envoyer un message à nos actionnaires qui pourrait leur faire penser que le marché de l'Apple TV est comparable en taille avec nos autres marchés habituels, tels que celui du téléphone, du Mac, de l'iPad ou encore de l'iPod. Nous ne voulons pas envoyer ce signal que l'Apple TV a le même potentiel que nos autres marchés. Et c'est donc la raison pour laquelle nous l'avons surnommé hobby. Mais Apple ne fait pas dans le hobby en règle générale. Nos valeurs, c'est de nous focaliser et travailler sur un nombre restreint de choses. Cependant, avec Apple TV, et malgré les barrières propres à son marché, pour ceux d'entre nous qui l'utilisons, nous avons toujours pensé qu'il y avait là quelque chose. Et si nous continuons à suivre notre intuition, et si nous continuons à tirer lentement le fil, nous devrions trouver quelque chose de plus ambitieux. Chez ceux qui ont déjà acheté un Apple TV, le niveau de satisfaction est d'ores et déjà bien au-delà de nos espérances. Mais nous avons encore besoin de quelque chose qui pourrait être plus grand public pour s'inscrire dans un marché plus sérieux. Mais si vous n'avez pas encore d'Apple TV, une nouvelle fois, vous devriez vous en payer un parce que c'est un produit magnifique. Donc voilà pour l'Apple TV, messieurs. Monsieur X, ça t'inspire quelque chose? Ouais, j'ai une proposition. Je pense qu'on peut utiliser les mots de Tim Cook qu'on vient d'entendre mot à mot pour faire la définition de langue de bois sur Wikipédia. Surtout que ça fait au moins la 4e fois qu'il commet, on va dire, le même péché de ne rien dire sur ce sujet. Non, ouais. Je suis pas d'accord parce qu'il y a quand même un truc qui dit assez clairement. Il dit bon, de fait, aujourd'hui, on peut pas comparer ça à nos business autour de l'iPad, de l'iPhone, etc. Mais on sait qu'en tirant sur le fil, on va arriver à une chose plus grande, etc., etc. Moi, je dis, ça y est, c'est plié. C'est quoi ce geste? Moi, j'ai déjà l'Amex à la main. Ça y est. Non, j'ai pas l'Amex à la main. J'attends de voir ce que ce sera. Mais parle à ton banquier d'abord. Ça, il sait. Je pense que c'est un fan de l'émission. Mais et puis surtout, il y a eu un papier dans la presse canadienne cette semaine. Ah, si c'est le Canada, respect. Évidemment. Elle se reconnaîtra. Sur le fait que il y avait une télé d'Apple qui était en test chez un ou deux câbles opérateurs les plus gros, Rogers, je ne sais plus quel autre. Comment il s'appelle l'autre, le truc de Québécois Média là. Bref, et que, enfin voilà, tout ça était pour de vrai. Et ça il n'empêche, c'est pas peut-être pour tout de suite, un peu de voilà. Moi je dis. On va voir. Bien, messieurs, je crois qu'il est l'heure de passer aux questions Twitter de l'iPad et de l'Apple TV. On va encore l'occasion d'en parler, de l'iPad 3 notamment. Messieurs, les questions Twitter, donc. Messieurs, deux tendances cette semaine pour les questions Twitter. La première concernant beaucoup de questions autour de l'iPad 3 notamment. La première tendance concerne le type de connectivité qu'aura cet appareil. On n'en a pas parlé délibérément pour laisser la place aux questions Twitter. Et le prix, alors que ce soit par exemple Ninail qui nous dit avons-nous la chance de voir l'iPad devenir un ordinateur avec une prise USB? D'accord. Est-ce qu'on va, ou encore question de Fabricio Cali, pour ne pas le nommer. Est-ce qu'on va avoir un port Thunderbolt sur l'iPad 3? Messieurs, vous y croyez? Moi, en ce qui concerne on a bien vu qu'Apple a un port propriétaire qu'il licencie. C'est peut-être pas son intérêt de faire ce genre de choses, Cédric. Non, ils vont pas. Monsieur X. Ils vont de toute façon. Non, mais une chose est simple. Est-ce qu'ils vont abandonner le port iPod, iPad, iPhone actuel?
Bien évidemment que non, parce que ça aurait trop d'influence sur les accessoires, etc. Vont-ils rajouter de la connectique en plus? Bah, pauvre naïf. Non, monsieur X, en clair, ils sont quand même une vraie mine d'or avec le dock iPod, parce que tout constructeur, tout accessoiriste, tout accessoiriste reverse une dîme à Apple chaque fois qu'ils intègrent le dock iPod. On est bien d'accord. Il y a un programme qui s'appelle Made for iPod, Made for iPhone, Made for iPad, qui permet à chaque fois que tu changes de hardware côté Apple, d'avoir un brochage particulier pour le port avec lequel on connecte son iPad ou avec lequel on le recharge, et avoir le schéma de câblage de ce port propriétaire Apple, ça permet de faire des accessoires et de payer cette fameuse licence qui peut être 10, 20, 30% du prix de vente de l'accessoire. C'est juste une écluse à argent. Sachant que le port connector, puisque le connecteur dock, comme on l'appelle, pourra peut-être évoluer demain vers du Thunderbolt. C'est-à-dire qu'au bout de la prise rectangulaire de l'iPad, vous aurez peut-être à terme un Thunderbolt et non plus un USB. Mais parce qu'il faut rappeler qu'il y a un adaptateur USB qu'on peut connecter sur le petit port dock là, pour brancher un appareil photo. Mais uniquement un appareil photo. Voilà. Allez pas une caméra ou un disque dur externe. Mais l'avenir, c'est plutôt sans fil. Mais même dans le sans fil avec AirPlay, il faut payer une licence. Autre question donc récurrente, c'est sur les prix. Beaucoup de gens s'inquiètent au vu des spécificités possibles de l'iPad 3 notamment. Je cherche son nom. Il s'agit de iPhone Land Blog. Donc c'est un blog. J'ai l'impression que non, c'est pas du tout ça. C'est Arthur Soto, pardon. Est-ce que, au vu des nouvelles spécificités possibles de l'iPad 3, les prix ne vont pas flamber, messieurs? Je pense pas. Il faut en tout cas que le modèle de base reste au même prix, voire soit même une virgule moins cher, mais au moins reste au même prix. C'est une constante chez Apple, on est bien d'accord. Le modèle d'entrée de gamme, il peut pas passer à 600 € au lieu de 500. C'est impensable culturellement et commercialement. Au moment où la concurrence s'intensifie un petit peu. Mais je vais laisser les gens ici qui font du commerce le dire mieux que moi. Non, moi je suis complètement d'accord. Ils ont trouvé le vrai prix, ça marche, ils vont peut-être pas le baisser, on aurait pu espérer ça parce que dans tous les autres, chez tous les autres constructeurs, quand on sort un nouveau produit, on essaye de baisser ce qu'on appelle le prix de vente moyen, baisse avec la maturation du marché, c'est pas le cas chez Apple et c'est déjà assez exceptionnel comme ça, donc ils vont maintenir le même prix, ce qui est déjà défier les lois un petit peu du marketing. Moi la seule chose que je vois, c'est qu'ils pourraient se permettre, vu la demande qu'il y a, d'introduire un modèle encore plus cher avec plus de stockage, parce que je suis sûr qu'il y a des gens... On n'en a pas parlé lors des specs, c'est vrai. Ouais, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer même plus 256 Go dans un iPad. Je suis sûr qu'il y a des clients qui seraient prêts à payer pour ça. À l'instar du MacBook Air par exemple, et c'est vrai que nous à la rédaction, nos iPads, à force de tester des applications à longueur de journée, ils sont bourrés jusqu'à la gueule. Ouais, et je connais un client pour ça, c'est moi. Moi, un iPad 3 avec 256 Go, je pète la gueule à mon écureuil. T'es prêt un iPad haut de gamme, genre 999 € quoi. Oui, je pas mal. Dernière question Twitter concernant c'est iPhone Land Blog que j'ai énoncé tout à l'heure un peu en avance. Question intéressante donc cette personne dit: j'ai l'impression que l'image d'Apple régresse depuis la mort de Steve Jobs. La preuve avec la conférence qui a eu récemment de plutôt mauvaise qualité. Il faut relativiser, c'est une conférence. C'est une conférence avec des analyses financières, donc elle n'était pas retransmise live. C'est pas une keynote, ça n'a rien à voir. C'est pas une keynote, donc il faut relativiser. Mais vous êtes d'accord? C'est obligatoire, aux US, de faire le earnings call, c'est obligatoire. Mais question sous-jacente, est-ce que vous pensez que Tim Cook, tout doucement à l'image de déclaration qu'il vient de faire, prenne un petit peu sa place, son rythme, et surtout prenne la place du trône et qu'il s'approprie de manière concrète, messieurs? Est-ce que les choses se passent bien selon vous? C'est compliqué parce que c'est pas lui qui... il n'est pas... encore à sa place, il est à sa place pour ouvrir les keynotes d'Apple, il n'est pas à sa place pour les faire. On attend un vrai lancement, c'est bien ça. On attend un vrai lancement et on attend, pour moi il manque toujours quelqu'un, il manque, je dis pas Steve parce qu'évidemment bon, mais il manque un homme de produit qui fasse la jonction entre les gens du soft, entre les etc. mais je crois que Monsieur X a quelque chose à dire. Oui, je crois que Monsieur X s'énerve. J'ai une exclusivité à l'heure où on parle, cette personne existe, elle s'appelle John Rubinstein, mais Tim Cook négocie son nouveau salaire pour qu'il revienne. C'est vrai? Non. Non, mais je rêve tout haut parce que la solution, vraiment, je pense qu'elle est là. Il faut effectivement un showman et c'est pas péjoratif. Voilà. Quelqu'un qui Rubinstein, c'était l'un des papas de l'iPod notamment. Voilà. Et il manque cruellement maintenant. Et de l'iMac. Et de l'iMac. Et qui est parti chez Messieurs, Apple, on est très 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 en retard aujourd'hui. On passe vite au coup de cœur.
Alors, les coups de cœur, on va commencer par Monsieur X parce qu'il est pressé. Il a quelque chose d'important à faire juste après cette émission. Monsieur X. Alors, mon coup de cœur, c'est une application qui est téléchargeable sur l'App Store gratuitement et qui s'appelle Skitch, SKITCH. C'est gratuit, je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi donc? Alors, ça fait la même chose que ce que vous pouvez déjà faire avec votre Mac, mais en beaucoup mieux, c'est-à-dire la capture d'écran. La capture d'écran sur un Mac, c'est facile. Vous faites commande Shift 3 pour capturer l'intégralité de votre écran ou commande Shift 4 pour capturer simplement la fenêtre d'une application. Mais après, vous vous retrouvez avec une bête image, un point PNG comme on dit, et puis il faut l'ouvrir dans une autre application pour le modifier, le glisser dans son mail si on veut le réutiliser. Là, Skitch, c'est un peu un tout-en-un de la capture d'écran. Vous capturez, en même temps vous pouvez éditer directement l'application que vous avez capturée, mettre des notes, l'envoyer par mail. C'est très simple, absolument génial et gratuit parce que ça a été racheté par une société qui monte, qui est Evernote et qui en fait son module pour pouvoir ensuite les stocker dans le cloud, qui est la proposition de base d'Evernote. Voilà, encore une découverte de Sébastien, mon voisin de bureau, que je salue par la même. Alors, Rodrigo, quel est ton coup de cœur cette semaine? Juste pour illustrer le fait qu'il vous faut plus de place sur votre iPad 3, ouais. Il faut downloader les applications de notre ami Jean-Marie Hulot, Photopédia. Mais ouais, Photopédia, il a sorti... Qui a participé à cette émission, qui est l'un des papas de l'iPhone. Oui, voilà. Et donc Photopédia, il fait des livres d'images, de photos, on dit aujourd'hui, mais à l'époque on disait d'images. Comme dirait Cédric, remarquable. Remarquable. Il vient d'en sortir 3 nouveaux titres. Un sur la Corée du Nord, avec des femmes de la Corée du Nord, super. Un s'appelle Wild Friends, et un autre sur les femmes du monde. Ouais. Très bien. Allez télécharger les livres de Photopédia, et certains sont gratuits, certains sont payants. Ça fait vachement bien. Ouais. Alors, une excellente galerie photo, encore une fois. Ouais. Vaguement affiliée à la galaxie Genestar, qui est située pas loin de la place des Vosges, dans le Marais, vous savez, mon quartier préféré. Oui, c'est là où tu habites. La galerie Polka édite un magazine Polka. Oui, magazine Polka. Bien. Lequel magazine Polka, dans sa dernière mouture, est décliné sous une forme d'une application iPad. Donc allez vite lire, gratuitement, le dernier magazine Polka sur l'iPad. Gratuit? C'est très chouette. Mais ouais. Bon. Attends, ensuite. C'est Rodrigo, là. J'avais remarqué. Allez, dernier coup de cœur. Et dernier, et là, je suis scié. Je me demande comment est-ce qu'ils font de l'argent. Je n'ai pas encore trouvé parce que c'est gratuit. Si vous déménagez et que vous devez faire les plans de votre appart, si vous achetez un appart, vous faites les plans de votre appart, si vous voulez acheter un nouveau canapé pour le mettre devant la nouvelle télé d'Apple... En gros, si tu veux faire le plan de ton appart... Si tu veux faire le plan de ton appart, Magic Plan, vachement bien Magic Plan, vous connaissez? Maintenant, on va connaître. Magic Plan, vous prenez votre iPhone, vous vous mettez devant chaque coin d'un mur, vous faites un coin, un coin, un coin, un coin en tournant. Je crois qu'on a compris, Rodrigo. Et vous reprenez au premier, et ça vous dessine à distance, ça calcule la distance du coin, et ça vous dessine le plan automatiquement, vous le faites avec toutes les pièces. C'est absolument fantastique, et je ne comprends pas comment ils font de l'argent, tellement c'est bien. 0,0. Ah, d'accord. C'est un bon prix. Et c'est vraiment super, hein. Et vous pouvez en plus définir les canapés, les cheminées, les fenêtres. On a compris, c'est parfait. Cédric, ton coup de cœur. Cédric, ton coup de cœur. Mon coup de cœur est d'assez mauvais goût cette semaine. C'est pour un fabricant taïwanais qui s'appelle Action Electronics. Ils font une tablette qui est probablement sans grand intérêt. Le seul truc intéressant, c'est la pub. Regardez. Oh. Tu l'as vu, forcément. Oh. C'est mauvais goût, ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà, pour des conférences de presse, fait monter sur scène un même pas sosie de Steve Jobs, genre un mec habillé en Steve Jobs qui disait « je suis Steve Jobs ». Pas très crédible. Et là, pour la pub, ils l'ont refait en 3D avec la petite auréole et les ailes dans le dos, ce qui est charmant. Façon guignol de Canal+. Ouais. Ah ouais, c'est ahurissant, je ne savais même pas que c'était possible. Je ne sais pas si la pub est encore à l'antenne, même à Taïwan, parce que je pense que là, les avocats d'Apple, ils sont arrivés mode SWAT team. Un bras raccourci, ouais. Voilà. On va essayer de la trouver. Non, il faut que tu traduises en français. Mode Jack Bauer. C'est ça, ouais. Mode
mode GIGN, quoi. Mode les paras sautent sur Colbézi. Est-ce que c'est que les Chinois, et on va dire des Taïwanais... C'est un coup de gueule, un coup de cœur. Ouais, enfin non, mais disons que c'est un humour un tout petit peu déplacé, mais c'est vrai qu'ils ont une relation, les Chinois et les Taïwanais par extension, ont une relation avec la mort qui est très différente de la nôtre. Hein. Là-bas, tu rentres dans un magasin, tu dis je voudrais ce poulet-là. Ouais, celui qui est vivant, on le tue, on le sous tes yeux pour te le vendre. Donc bon, pourquoi pas. Le truc drôle quand même, c'est, regardez, toc toc badaboum, deuxième vidéo, c'est que tout à coup ça devient une mode chez eux. C'est-à-dire que là, vous avez un Steve Jobs beaucoup plus convaincant, je trouve, qui est là, mais pour nous vendre du thé. C'est même plus pour nous vendre des tablettes Android. Donc voilà, apparemment, la mode en Asie, enfin en tout cas en Chine, c'est de faire... En plus, il est libre de droit, le garçon. Oui, forcément, il doit être beaucoup moins cher que les images de l'original. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment de plus mauvais goût que de nous ressortir aujourd'hui des pubs avec des fausses Marilyn et des faux Louis Armstrong refaits en 3D colorisés ou des Marilyn ou des Louis Armstrong de l'époque, mais retravaillés. Bon, enfin, une chose est sûre, sauvegardez bien ces vidéos parce qu'il n'est pas exclu qu'elles disparaissent. On va essayer de les trouver déjà, j'espère qu'on pourra les diffuser. Mon coup de cœur de mon côté, c'est Nicolas Gosland d'Icriette, à savoir l'iChef qui m'a trouvé ça, parce que sinon j'étais à poil cette semaine. Ça s'appelle BioLite. C'est un étonnant système pour recharger son iPhone. Il y a une prise USB dessus. En fait, si vous faites de la randonnée par exemple, vous êtes perdu sur une île déserte comme tes amis de Koh-Lanta, Cédric, tu mets le cylindre, c'est grand comme une bouteille d'eau. Tu fais brûler à l'intérieur des brindilles de bois et au miracle, ça produit l'électricité, ça charge ton iPhone. Ça s'appelle donc le BioLite et ça coûte 129 $. Il y a juste une petite prise USB pour connecter son iPhone ou tout autre téléphone au système à charger. Voilà, messieurs, merci d'avoir participé à ce 91e épisode d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi dans plein écran. Cédric, qu'est-ce qu'il y a au menu samedi? Au menu, on va vous parler d'un nouvel incubateur à Paris. Vous savez, on va pas refaire les sites de rencontres cette semaine. Ah non, ça a cartonné, ça Grindr. Attendez, un truc, sujet incroyable. Il est prêt à tout, ce Cédric Ingrand. Il est prêt à tout. C'est bizarre, en France, il teste tout en ce moment. Ces gens qui hébergent les startups, etc., on les appelle des incubateurs, ce qui est un usage impropre. On devrait les appeler des couveuses. Mais bon, on appelle ça les incubateurs. Il y a un nouvel incubateur à Paris et c'est une première en Europe. C'est un incubateur dédié aux jeux vidéo. Donc on est allé voir, on est allé pousser les portes, on est allé dans les couloirs et on a trouvé ces startups du jeu vidéo qui font d'ailleurs pas mal de jeux mobiles, vous verrez. Bien, vous retrouvez Monsieur X chaque semaine tous les jours sur son Twitter @TrueMrX et chaque semaine soit à son bureau, soit dans sa cuisine. À la semaine prochaine, Monsieur X. Rodrigo, vous le retrouvez sur son blog, sur son Twitter. Rodrigo, et j'espère à Paris dès la semaine prochaine. Pas du tout. Pas du tout. Non, la semaine prochaine, je vais m'entraîner au jet de pierre et au jet de cocktail Molotov. Tu vas en Grèce? Je vais à Athènes. J'avais deviné. Bon, essaie de trouver une connexion Wi-Fi, arrive pas la dernière minute comme cette semaine. Hein? Voilà. Merci Rodrigo. C'est sympa de parcourir le monde pour nos auditeurs. Ouais, tu pars en vacances quoi. Ce que tu veux, quoi. Voilà. Tu vas où tu veux tant qu'il y a du Wi-Fi, hein, voilà, c'est tout. Voilà, ça marche. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Bonsoir.